Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous politique dominical sur ETélé. Après sa relecture au petit matin du vendredi 1er novembre passé à l'Assemblée nationale, la Constitution béninoise a été promulguée par le président de la République en cette fin de semaine. Il en a été de même pour la loi portant amnistie des faits criminels, délictuels et contraventionnels commis lors des élections législatives d'avril 2019. Et d'ailleurs, après la promulgation de cette loi, le procureur de la République a signé l'ordre de remise en liberté de 63 personnes détenues à la prison civile de Cotonou dans ce cadre. Alors, ces événements ne sont que la suite, vous le savez, du dialogue politique tenu en octobre dernier à Cotonou et qui a d'ailleurs connu la participation de l'ensemble de la classe politique béninoise, à l'exception d'un seul parti politique officiellement invité. Alors, quelle appréciation peut-on faire de ces faits nouveaux qui s'enchaînent depuis quelques semaines, notamment sur le plan socio-politique? On en parle sur cette tribune en ce dimanche avec notre invité dont le parti politique a activement participé à tous ces événements d'une manière ou d'une autre, avec parfois des prises de position qui suscitent des polémiques au sein de l'opinion. Notre invité de ce dimanche a pour nom Fred Renou. Bonjour. Bonjour cher ami et bonjour à tous les téléspectateurs de Télé. Voilà, Fred Renou, vous êtes conseiller spécial chargé de la jeunesse et de la formation au sein du parti Force Cori pour le développement du Bénin, FCDB. Et votre parti politique a annoncé dès sa création, il y a de cela quelques mois, qu'elle appartenait à l'opposition. Mais force est de constater que sur certaines grandes questions d'intérêt national, vos prises de position frisent parfois des postures des partis politiques appartenant à la majorité présidentielle. Et certainement aussi, entendez-vous, Fred Renou, plusieurs de vos compatriotes qui se posent la question de savoir à quel jeu vous jouez concrètement au sein de la FCDB. Et pendant ce rendez-vous politique dominical, vous nous direz exactement ce qu'il en est. Peut-être aussi s'agit-il d'une nouvelle manière d'animer la vie politique, notamment aussi de faire l'opposition, je n'en sais rien, mais le cas échéant, vous nous direz aussi d'où vous tenez ce modèle politique d'animation de la vie politique, évidemment. Et pourquoi aussi vous avez opté pour cela, vous nous direz aussi tout. Évidemment, nous allons aussi profiter de votre présence sur ce plateau pour recueillir vos analyses sur les derniers développements de l'actualité nationale, dont j'ai parlé d'ailleurs à l'entame de cette introduction. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est un honneur. Alors, Fred Renou, d'entrée, je voudrais que nous nous entendions sur une question basique. Est-ce qu'aujourd'hui, en novembre 2019, on peut dire que le parti FCDB appartient encore à l'opposition? Sans embâche, le parti FCDB appartient à l'opposition, mais à ce que nous appelons l'opposition constructive. Opposition constructive. Vous savez, l'opposition constructive, c'est une nouvelle manière de faire de l'opposition dans notre pays. C'est une manière, je dirais, plus responsable. Une manière de faire de l'opposition qui découle d'une analyse méthodique, scientifique et historique de la situation de notre pays. Je vous le dis. Owen dit, le criminel n'est pas celui qui commet le crime, changez le système et le crime cessera. Nos difficultés n'ont pas commencé quand nous en avons pris conscience. Nos difficultés ont commencé bien avant. C'est-à-dire que nous avons analysé la situation de notre pays depuis l'historique conférence des forces vives de la nation de février 1990. Et à cette conférence, nous avions fait l'option du renouveau démocratique à deux voies, le multipartisme intégral et le libéralisme économique. Mais à l'analyse, nous nous sommes rendus compte que les acteurs de février 1990, en dépit de ce qu'ils ont agi extraordinairement bien, ne se sont pas posé la question fondamentale. Laquelle? La question fondamentale, c'était qu'il fallait qu'ils se posent la question en 30 années d'indépendance, puisque nous étions en 90, oui, et nous sommes devenus indépendants le 1er août 1960. Donc, en 30 années d'indépendance, est-ce que les différents régimes successifs qui se sont succédés à la tête de notre pays ont pu régler nos contradictions avec la domination étrangère? S'ils avaient posé cette question, ils n'auraient pas fait ce choix parce que ce choix se serait révélé inconséquent. Pourquoi? Pourquoi nos contradictions avec la domination étrangère? Ils se sont réunis en 90 pour décider du sort d'un peuple, d'un pays qui a connu 300 ans de traite négrière et pratiquement 70 années
de domination étrangère directe, c'est-à-dire 70 années où nous avons dû faire face à la colonisation. Depuis 1894, la fin ou la date de rédiction du roi Béhanzin jusqu'au 31 juillet 1960. Et lorsque nous sommes devenus finalement indépendants, qu'est-ce que nous avions dû remarquer? Nous avions remarqué que les acteurs politiques de l'époque se sont lancés dans des partis tribaux et régionaux pour animer la vie politique et conquérir le pouvoir d'État. Ça fait que nous avons assisté à une instabilité politique. Ces acteurs politiques étaient à la tête, c'était Maga, Ahomandegbe, Akwiti et Zinsou, qui étaient à la tête de 4 partis régionaux qui sont sortis de l'éclatement de l'UPD, l'Union progressiste dahoméenne, qui a été créée en 1947 et qui était le premier parti qui a permis à notre peuple de remporter des victoires sur les colons qui étaient encore là. C'était la première fois où les indigènes remportaient des victoires électorales sur les colons qui étaient là. Mais à l'éclatement de ce parti politique, ça a donné droit à des partis régionaux. Le groupement ethnique du Nord, GEN de Maga, devenu plus tard MDD, l'UDD, le PRD ici à l'Est avec les Porte-Noviens et autres, ça a mis notre pays dans une situation indescriptible qui fragilisait l'unité nationale, la cohésion nationale et ne permettait pas le développement. C'est suite à ça qu'il y a eu le coup d'État de 1969 d'abord, qui nous a conduit aux élections générales de 1970, lesquelles élections ont échoué, se sont manifestées par... Il y a eu des manifestations de violence, parce que les élections devaient être faites département par département, région par région, qui a conduit à l'instauration du triumvirat, le monstre à 3 têtes. Oui. Et c'est l'incapacité de ce triumvirat de gouverner qui a conduit au coup d'État du 26 octobre 1972. Et c'est après 17 années que nous sommes allés à la conférence nationale. S'ils avaient posé la question de savoir si notre pays en 30 années, c'est-à-dire à partir de 60 à 90, avait pu régler cette contradiction avec la domination étrangère, ils se seraient rendus compte que le seul régime qui a posé la problématique, c'était le régime de 1972, le régime qu'ils étaient venus finalement liquider. C'est-à-dire, en 1972, les gens avaient dit le 30 novembre 1972, politique nouvelle d'indépendance nationale. Parce qu'ils savaient que c'était le seul moyen de créer la cohésion nationale, de faire de telle sorte que chaque Béninois, où qu'il se trouve, où qu'il vive, même s'il n'est pas originaire de cette région, se sente pleinement chez lui, de manière à ce que nous puissions travailler ensemble pour construire une nation. Oui, mais dans le même temps, est-ce que ce n'est pas aussi les vicissitudes ou les difficultés auxquelles ces acteurs politiques ont été confrontés pendant les 17 années de gestion qui les ont amenés justement à trouver ce diagnostic-là, le multipartisme intégral? Je suis d'accord que la révolution, à un moment donné, a connu des difficultés. Je ne suis pas ici pour faire l'apologie de la révolution. Évidemment. Mais ce que je voudrais montrer, c'était simplement qu'il ne fallait pas jeter le bain avec le bébé dedans. Parce qu'en faisant le choix du multipartisme intégral, ça n'a pas raté. Je dis que l'année 2019 est une année extraordinaire pour notre pays parce que cette année a le mérite de révéler au grand jour les faiblesses de tous les choix que nous avions effectués il y a 29 ans. Je m'explique. Oui, mais à chaque époque aussi correspond au diagnostic donné. Mais ce diagnostic était erroné. Vous avez demandé pourquoi est-ce que les FCDB ont une position qu'on ne comprend pas toujours. On va développer ça longuement tout à l'heure d'ailleurs. Et c'est ça ce que je suis en train de vous expliquer. Je vous ai dit que l'opposition constructive est une manière plus responsable de faire de l'opposition qui découle d'une analyse méthodique, scientifique et historique de la situation de notre pays. C'est pourquoi je me suis permis d'aller jusqu'à de l'histoire pour vous montrer que si on veut aller au développement de notre pays, parce qu'un parti politique, c'est un ensemble d'éléments en lutte pour la conquête et l'exercice du pouvoir d'État. Vous ne pourrez pas conquérir et exercer le pouvoir d'État pour le bonheur des populations si vous ne connaissez pas l'histoire de votre pays et si vous n'arrivez pas à trouver les goulots de ce que vous voulez corriger. Donc, lorsque on a fait le choix du multipartisme intégral,
qu'est-ce que ça a donné? Au bout de 29 ans, on s'est rendu compte que ça a donné 230 partis politiques qui étaient tous des clans familiaux, ayant à leur tête un leader de clan avec des militants plus ou moins appréciés autour de lui qui sont chargés d'organiser de l'agitation dans les fiefs électoraux au moment des élections, lesquels fiefs sont acquis sur la base de diffusion d'idéologies tribalistes, régionalistes, ou sur la base d'acquisition de l'argent. Ça a fragilisé complètement notre capacité à nous mettre ensemble pour aller vers le développement. Et ça n'a pas raté. Les événements dans notre pays, en avril 2019, oui, les violences électorales et post-électorales se sont focalisées spécialement dans une région de notre pays ou autour d'une personnalité qui vient d'une région de notre pays. Ça voudrait dire que quoi? Pendant longtemps, nous avons laissé les partis politiques se constituer sur la base d'idéologies tribalistes et régionales, de telle sorte que on n'arrive pas à régler les contradictions qui naissent de notre démocratie dans le contexte de maintien de notre unité nationale. On est prêt à briser l'unité nationale, à briser la République, parce que nous avons laissé chacun se promener avec sa lampe torche. Et au finish, il y a incendie. Ça, c'est l'une des conséquences directes du multipartisme. Oui, mais dans le même temps, on a semblé s'y plaire pendant longtemps. On a entendu même dire que c'était la vitalité de notre démocratie. Oui, mais qu'est-ce que nous appelons vitalité de la démocratie? C'est ça ce que nous appelons vitalité de la démocratie. Parce que l'animation de la vie politique est ponctuée de manifestations farouches, furibondes. Et c'est ça que nous, dans notre pays, on a toujours appelé vitalité de la démocratie. Et vous le dites, beaucoup de nos compatriotes nous font le procès à terre de dire, mais vous êtes vraiment de l'opposition parce qu'on n'injurie pas le chef de l'État, parce qu'on n'appelle pas les gens à descendre dans la rue, parce qu'on ne veut pas s'opposer à une personne. Oui, mais faites que nous. Oui. Vous avez fait tout à l'heure un rappel de l'histoire politique du Bénin. Mais quelles leçons vous en tirez justement pour pouvoir avoir... C'est parce que nous en avons tiré une leçon importante que nous sommes allés à une opposition constructive. Et si vous me laissez finir, vous allez cerner mieux. Oui, alors, je vous ai dit, voilà la conséquence de l'option politique qui est le multipartisme intégral. Mais il y a une option économique. L'option économique, c'est le libéralisme économique. Mais le libéralisme économique, c'est quoi? Doctrine politique et économique inventée avec la fin du 19e siècle en Europe pour débarrasser la voie du capitalisme naissant en Europe de l'entrave du système féodal qui était l'émiettement des parcelles ou l'émiettement des terres. Mais nous l'avons conçu dans notre pays comment? Comme la démission de l'État de l'édification de tous les secteurs vitaux de l'économie nationale. Et à partir de cet instant, nous n'avions pas d'économie. Et je disais que 2019 a révélé la faiblesse de tous nos choix parce que depuis un moment, nos frontières sont fermées avec notre voisin, le Nigeria. Pourquoi? Parce que le Nigeria est rentré dans une récession économique à partir de l'été 2014, suite au retour de l'Iran dans le commerce international du pétrole, à la récession de l'économie chinoise et à la guerre que se livrent les États-Unis et l'Arabie Saoudite pour le contrôle des puits pétroliers. À partir de cet instant, le Nigeria a compris qu'il ne pouvait plus reposer son développement seulement sur la rente pétrolière. Le Nigeria est rentré dans la production. Alors, dans une économie de production, le Nigeria constate que son voisin, le Bénin, constitue un couloir de transit des produits des autres pays manufacturés et développés sur son territoire. Nous sommes à l'ère de la globalisation. Le monde est devenu un village interplanétaire. Ça dit que le paysan de Badagry, d'Abeokuta, et même le président de Malanville ou de Djidja est dans une compétition directe avec le président du Texas, avec le paysan de Thaïlande, avec le paysan de Guangzhou en Chine. Mais ils ont des subventions, eux, que les nôtres n'ont pas. Ça veut dire que ces produits viennent concurrencer. Mais au Bénin, on n'a pas d'économie. On n'a pas une économie de production. Nous sommes dans une économie comprador. C'est-à-dire que quoi? Pendant longtemps, nos compatriotes ou des expatriés qui vivent ici, qui ont les moyens, vont acheter les produits de première nécessité qu'ils viennent revendre à l'intérieur de notre pays. Ça leur fait des bénéfices et ils ont pu créer ce qu'on peut appeler la bourgeoisie comprador. Ça ne nous a jamais gênés dans notre pays. On ait pu dire, jusqu'à un passé récent, que le plus gros contributeur au budget national soit un autre compatriote à Djavon, qui est pourtant un
un comprador. Ça ne nous a pas gênés. Ça ne nous dérange pas. Mais c'est la réalité de notre économie. C'est la réalité de notre pays. C'est-à-dire, on n'a pas une économie nationale basée sur la production, la transformation et la distribution, et ensuite sur l'exportation pour créer des devises. Je voudrais vous dire que l'économie, ce n'est pas seulement l'engrangement des impôts pour construire des routes, des écoles, des maternités. L'économie, c'est la production. Donc, en 29 années, on a fait une option qui nous a donné un État au service de minorités. C'est-à-dire, le système partisan, le multipartisme intégral finit par servir les intérêts de ce que j'appelle la bourgeoisie politico-bureaucratique. C'est-à-dire, oui, dites-nous. À partir de 1990, est apparue une catégorie de Béninois qui puisent l'essentiel de leurs ressources d'existence dans leur position au niveau de l'appareil d'État. Des acteurs politiques. L'essentiel de leurs ressources d'existence. C'est-à-dire que la nécessité pour eux de servir l'État à quelque niveau que ce soit est une nécessité vitale. Vous me cerner? Et à partir de cet instant, parce que ce sont les acteurs politiques qui décident de qui va gérer, diriger les institutions, toutes les institutions sont aux mains de l'élite politique nationale. Et pendant ce temps, l'économie reste aux mains d'une minorité, qui est la minorité bourgeoise qui a les moyens de pouvoir aller acheter les denrées de première nécessité et de venir revendre. Mais quand on a un État comme ça, qui sert les intérêts de la minorité, et que vous êtes un parti politique qui se crée, vous avez envie de changer les choses, de changer la forme et le fonctionnement de l'État. Au niveau de FCDB, nous voulons bouleverser l'ordre des choses. Nous voulons remettre le pouvoir économique et politique entre les mains des couches populaires. Très bien. D'abord, avant de vous laisser continuer, est-ce que ce diagnostic que vous avez fait, vous avez senti l'exécutif actuel faire le même diagnostic? Très bien. Je vais vous dire. Oui. Donc, nous nous opposons à quoi, fondamentalement? À l'État. C'était la conséquence de ma première question. Nous nous opposons à l'État. Parce que l'État n'a pas fait le même diagnostic que vous? Non. Mais l'État, c'est qui? L'État, ce sont les deux blocs économiques et politiques que nous avions fait. Est-ce que vous me suivez? L'État, c'est ça. C'est un ensemble, arsenal juridique, institutionnel et politique. État, la superstructure qui est édifiée sur la base économique. Donc, FCDB s'oppose d'abord à l'État, c'est-à-dire à la forme de notre État. Mais qui incarne cet État? Cet État aujourd'hui est incarné par son chef, qui est Patrice Talon, qui a formé un gouvernement. Donc, on ne peut pas s'opposer à l'État sans s'opposer à Patrice Talon. Mais la différence, c'est que notre opposition à Patrice Talon est une opposition éclairée en ce sens que je vous disais que le criminel n'est pas celui qui commet le crime. Changer le système et le crime cessera. Et c'est ce que Owen nous dit. Oui, mais faites Renaud. À vous suivre, c'est qu'en réalité, le système en lui-même est pourri. Vous faites le diagnostic selon lequel il faut changer tout ce qui est là. Mais celui qui gère le système à l'instant T, vous en êtes amoureux. C'est ça? Non, 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 pas du tout. Pas du tout. Si vous avez parfois l'impression que l'opposition peut rejoindre les positions du pouvoir, c'est parce que Patrice Talon, dans chacun de ses choix de réforme, et c'est seulement à ce niveau que vous pourrez comprendre, de ces choix de réforme, nous pousse à chaque fois jusqu'aux frontières de nos certitudes. Le parti FCDB, à chaque fois que Patrice Talon fait ses choix de réforme, il nous pousse jusqu'aux frontières de nos certitudes idéologiques et philosophiques. Pourquoi? Est-ce qu'il a aussi, lui, l'ambition de bouleverser le monde ou l'ordre des choses telles qu'établies depuis 29 ans, par exemple? Je ne sais pas, mais ce que je... vous le voyez faire. Oui, mais ce que je peux vous dire, il a un programme d'action. C'est qu'il a un courage lorsqu'il dit « je vais réformer le système partisan ». Et qu'il propose que la base d'édification et de conditions des partis politiques soit élargie, des départements vers les communes. Et qu'il propose aujourd'hui que pour avoir des sièges de représentativité, que ce soit à l'Assemblée nationale, que ce soit dans les communes, que ce soit un système de 10%. Ça voudrait dire que quoi? Il nous amène à rester ensemble. Il amène les acteurs politiques qui constituent la clé de voûte du développement et de la gestion institutionnelle du pays à se mettre ensemble. Ça voudrait dire que quoi? C'est un renforcement
de notre expérience démocratique et une consolidation de notre unité nationale. Une remise en cause peut-être du multipartisme intégral, c'est ça? C'est une remise en cause qui ne dit pas son nom. D'accord. Et ce que vous aviez souhaité, c'est ça? Oui, et quand on a l'analyse que nous avions, pourquoi voudrez-vous qu'on s'oppose à ça? On n'a peut-être pas voté, et à titre personnel, je parle. Et je sais que le président du parti FCDB aussi n'a pas voté pour Patrice Talon. Vous connaissiez notre passé aux côtés de l'ancien régime. Et le président du parti, le professeur Toleba, a été ministre. Oui. J'ai été conseiller du président Boniaï. Et donc, nous n'avions pas fait le choix de M. Patrice Talon. Mais dans ces choix de réforme, oui, je vous dis qu'à la limite, ils nous confondent. Parce que nous ne pourrions pas attaquer ces réformes qui se retrouvent être notre propre cheval de bataille. Alors, si c'est comme ça, oui, je prends l'exemple des réformes politiques qu'il a entamées depuis des mois. D'ailleurs, avant lui, les acteurs politiques étaient unanimement dans la même direction. Il fallait réformer le système partisan. Tout le monde le disait, peut-être n'avait-on pas eu le courage d'affronter la réalité, c'est-à-dire les difficultés liées à la réforme. Maintenant qu'il le fait, et que vous, au niveau de FCDB, vous savez que c'est ce que vous vouliez, pourquoi directement ne vous déclarez-vous pas un parti politique de la majorité présidentielle? Oui, parce que ce n'est pas suffisant. Je vous ai dit que nous sommes compatibles sur ces choix de réforme. Mais il y a ces choix de gouvernance permanente. À ne pas confondre avec les réformes ponctuelles. À ne pas confondre avec les réformes ponctuelles. Dans ces choix de gouvernance, nous avons des divergences. Et si vous permettez, on va en revenir. On va y revenir tout à l'heure. Mais parlant des réformes politiques, justement. La réforme du système partisan, nous l'avons soutenue sans embâche. Parce que nous considérions que c'est un gain énorme dans le cadre de la consolidation de notre unité nationale et de la poursuite de notre expérience démocratique. Mais lorsque dans l'application des textes qui ont été votés par la 7e législature, je précise que notre parti n'était pas à la 7e législature, mais on se préparait pour siéger à la 8e législature et compétir. Lorsque on finit dans l'application de ces textes, nous avions été écartés du processus. Nous avions été naturellement déçus parce que nous nous apprêtions, une fois à l'Assemblée, à bouleverser la manière de rédaction de nos lois. Parce que nos lois ne reflètent pas toujours l'intérêt général. Et vous devez comprendre pourquoi, pour la simple raison que je vous ai dit, que notre État lui-même est au service d'une minorité. C'est le fondement de notre État qui est comme ça. Mais dans le même temps, le Parlement est l'image même du peuple, c'est-à-dire la représentation nationale. Oui, et c'est pour vous dire, aussi démocratique que puisse paraître une constitution, elle est toujours au service d'une classe. C'est-à-dire, de qui sert-elle les intérêts économiques? C'est toute la question. Est-ce que l'État, aujourd'hui, sert-il les intérêts économiques de la classe populaire? C'est-à-dire paysans, artisans, ouvriers, petits commerçants, fonctionnaires salariés et autres. La grande interrogation est là. Donc, ce n'est pas tant la convocation du corps électoral pour choisir démocratiquement, encore qu'on peut dire comment les élections se font chez nous, on peut dire le pouvoir de l'argent qui divise absolument les hommes et qui met à mal notre capacité à coopérer qu'on appelle république. Donc, on peut démontrer ça, mais là n'est pas le problème. Mais économiquement, l'État, c'est les intérêts de qui? Je vous ai dit, si l'État ne servait, on a fermé les frontières. Ce que le Nigeria attend de nous, c'est que notre gouvernement prenne une décision de dire nous interdisons l'importation de certains pays, de certains produits dans notre pays. Mais si on le fait, le Bénin tombe en 3 mois. Le gouvernement ne pourra jamais le faire parce qu'on n'a pas d'économie. Il y aura famine, il y aura faillite, on ne peut pas le faire. Et donc c'est pourquoi je dis, dans notre système actuel, la charge la plus difficile pour un chef d'État n'est pas de bien agir, c'est de savoir comment bien agir. C'est pourquoi tous les chefs d'État qui se sont suicidés depuis 91 ont fini toujours par être décriés ou ont toujours mis le vœu de réviser notre constitution. Soglo a dit renaissance du Bénin en 91. Ça n'a pas empêché qu'à la fin on les chassait, on les décriait. Kérékou a dit gouverner autrement la République. Ça n'a pas empêché qu'à la fin on les décriait. Il y a des changements. Ça n'a pas empêché qu'on les décriait. Talon vient dire rupture. Ça n'empêche pas qu'après 3 ans et demi, bon nombre de Béninois sont en train de dire on n'est pas d'accord. Est-ce à dire que nous avons un peuple qui ne sait pas ce qu'il veut là où il va? Non. Nous avons un peuple qui reste dans l'illusion que le système permet aux gens de lui faire le miracle. Et une fois que les gens arrivent, ils comprennent que le véritable boulot, c'est le système.
Mais êtes-vous alors les illuminés dans tout ça? C'est-à-dire que c'est vous seuls qui savez que, bon, dans tout ça, nous n'avons, vous savez, emprunté que même le peuple même ne le sait pas. Nous n'avons pas prétention à faire de la divination. Oui. Nous sommes en politique. Oui. Mais la politique vise à faire développer une nation. Mais le développement d'une nation n'est pas possible sans un diagnostic clair, sans une vision politique claire et une vision scientifique et méthodique et historique. Vous savez, est-ce que vous comptez sur les acteurs politiques pour réformer un système qui les gave de privilèges? On peut compter sur eux? On ne peut pas compter sur eux. C'est pour dire que quoi? Lorsque les réformes ont coincé et qu'on ne s'est pas retrouvé, qu'est-ce qu'on aurait pu faire dans le meilleur des cas? Dans un pays bien développé, nous qui avions été bloqués à cause de nos quitus fiscaux qu'on n'a pas obtenus au niveau de la Direction générale des impôts, on aurait pu assigner les impôts et gagner des milliards. Mais on va nous payer des milliards qui sont dans les caisses parce que nous n'avons même pas d'économie. Mais ce qu'on nous a reproché, c'est ne pas avoir appelé à la violence. Ne pas avoir manifesté notre mécontentement, ne pas avoir dit que les élections n'auraient jamais eu lieu sans nous, que ce n'est pas démocratique. Mais en fait, qu'est-ce qui nous a exclus? La mise en application d'une loi légale qui a été votée par une institution. Mais maintenant, lorsque le vote a eu lieu, on nous a dit, on nous a reproché à nouveau de dire que l'Assemblée était légitime. Mais ce n'est pas sérieux. La légitimité en démocratie s'exprime par le libre consentement des citoyens à se laisser gouverner par leurs institutions. Une fois que le corps électoral est appelé au vote, oui, même si 70% se sont abstenus, le droit de s'abstenir est un droit démocratique républicain. Oui, mais dans le même temps, ceux qui vous font ce procès-là, oui, est-ce que, objectivement, à 100%, vous leur faites un procès aussi, vous, à tort? C'est-à-dire que, ont-ils vraiment tort de trouver que votre opposition était quand même un peu trop diluée tout de même? La question n'est pas là. La question, c'est de savoir qu'est-ce que chacun de nous va faire à l'Assemblée nationale. Non, mais avant ça, justement. Non, parce que, c'est là la question, parce que c'est parce qu'ils ne sont pas à l'Assemblée nationale qu'ils estiment que l'Assemblée n'est pas légitime et qu'il fallait réclamer dans la violence. C'est ça qui nous a conduit dans les crises post-électorales. Donc, la question c'est, qu'est-ce que chacun va faire à l'Assemblée nationale de telle enseigne que parce qu'il ne s'y trouve pas, il y a péril la demeure? Je vous ai dit, nous nous apprêtions à aller à l'Assemblée nationale pour bouleverser dans la conception des lois républicaines l'ordre établi et remettre le pouvoir aux mains des classes populaires. Mais je vous ai aussi dit que depuis 1990, oui, est apparue une classe politique, une catégorie de Béninois qui puise l'essentiel des ressources de leur existence dans leur appartenance dans les institutions. Si vous voyez tous les autres partis, nous sommes le dernier parti né pratiquement à ne pas avoir participé aux élections. Tous les autres étaient des partis qui existaient. Donc il y avait déjà l'habitude d'avoir des députés au Parlement. Vous me suivez bien? Et donc quand vous analysez, vous comprenez qu'ils étaient déjà habitués à la routine. Bon, et pourtant, peut-être d'autres, hein, Moël Bénin, UDBN. Oui, bon, d'accord. Mais le procès n'est pas fait avec ceux-là, puisqu'on dit qu'ils sont de la majorité présidentielle. Oui, oui. Mais parmi ceux qui se réclament de l'opposition, le procès nous est fait. Oui. Mais, donc vous comprenez que chacun défend ce qu'il va faire à l'Assemblée. Il y en a qui ne conçoivent pas leur existence en politique au Bénin s'ils ne marchent pas dans une institution de l'État. Parce que si c'est tant que ça, oui, le vote des lois pour l'amélioration des conditions de vie de nos compatriotes, ce n'est pas en 2019 que le problème va se poser. Oui, mais Fred Renaud, et notre diagnostic n'aurait pas été un diagnostic aussi clair et précis. Est-ce que sur le plan universel, oui, l'opposition, peut-être, hein, politique, oui, n'est pas par excellence aussi violence verbale, tout au moins? Parce que vous voyez peut-être même certains modèles, les États-Unis, la France, par exemple, oui, les gens qui se réclament de l'opposition ne ménagent aucun effort pour le dire, pour le marteler. Je suis d'accord. Alors vous, peut-être vous n'avez pas pu participer à une élection pour une raison ou pour une autre. La démocratie... Alors, ceux qui s'attendaient à ce que vous puissiez réagir de façon vive, est-ce qu'ils n'ont pas eu raison parce qu'on vous a entendu dire, bon, voilà, nous... Ou est-ce que la vive réaction, oui, la vive réaction des autres, oui, nous a conduit où? Quand les gens ont dit, il faut marcher sur mon corps pour défendre la démocratie béninoise, ça nous a conduit où? À brûler des biens privés et publics. On avait déjà presque rien dans notre pays. On en a encore moins aujourd'hui. Vous voyez?
ça a amené quoi? L'État a rentré dans une position de défense des intérêts de la République, des personnes et des biens. L'État qui a riposté et il y a eu des morts. Donc une violence qui a embrasé le pays. On a frôlé le pays. Si la violence verbale peut découler à ça, non. La démocratie, c'est le dissensus. Je suis d'accord. Mais la démocratie, c'est s'opposer sans se détruire. Mais nous sommes détruits. Et je dis nous sommes détruits parce que pendant longtemps, nos partis politiques n'ont pas été fondés sur une vision idéologique programmatique claire. Nos partis politiques n'avaient pas pour but de fédérer la nation de manière à ce que chaque Béninois puisse prendre l'autre comme un miroir. Nos partis politiques qui devaient servir de ciment dans la construction nationale étaient des partis régionaux, tribalistes, où des gens se fédéraient autour de leaders régionaux ou ethniques. Et cela va de soi. Parmi les 63 personnes qui ont été libérées suite à la loi de l'amnistie, prise, la loi prise du moins, oui, par l'Assemblée nationale, promulguée par le chef de l'État. Par le chef de l'État, les 63 personnes sont prioritairement d'où? Se retrouvent autour de quelle personnalité politique du pays? Se retrouvent venant de quelle région? Il y a un problème. Il y a un problème fondamental. Mais est-ce que ça ne dépend pas aussi de d'où nous venons? Parce que vous le dites ainsi, mais même sur la scène politique, vos propres compères, c'est-à-dire d'autres acteurs politiques, qui eux aussi se réclament de l'opposition, ne vous comprennent pas toujours. Oui. On a vu d'ailleurs, à une rencontre officielle, des acteurs politiques, je veux nommer les membres des FCBE, oui, sortir de la salle pour dire qu'on les a mis ensemble avec des gens qui se réclament de l'opposition, mais qui ne le sont pas vraiment. Oui. Est-ce que ça ne fait pas de vous, parfois, des gens qui tiennent des discours un peu trop beaux à entendre, mais sans être compris par vos propres pairs? Vous savez, nous les comprenons. Là, c'était pendant la réforme politique. Oui, nous les comprenons. Ah bon? Parce que notre diagnostic politique et économique du pays montre quelle est leur origine. C'est l'origine. Ils puissent leur origine du système politique qui existait dans notre pays avant 1972. Le système des 4 grands partis qui s'affrontaient, qui amenaient nos populations à s'affronter. Le centre est opposé au nord, le sud est opposé. Ils puisent, puisqu'on a dit multipartisme intégral. Je vous ai dit qu'on a laissé chacun se promener avec sa torche. Et donc chacun prend, il va vers son ethnie, vers les gens pour dire, de son ethnie culturelle pour dire c'est nous, hein, c'est nous. Donc à partir de cet instant, il faut les comprendre. Notre langage est un autre langage. Et c'est le langage de tous les révolutionnaires. Pourquoi est-ce que, je ne compare pas au Christ, pourquoi est-ce qu'on l'a tué? Parce que là où les gens étaient dominés, ok, en Israël, les gens étaient dominés par les Romains, et là où les gens sont habitués à un langage de révolte, comme on a libéré Barabbas, qui a tué des gens, et on a fait condamner Jésus qui disait, c'est pas l'amour, c'est pas la collaboration que nous allons réussir à construire quelque chose de beau et de merveilleux. Donc, notre langage fait que des gens nous détestent. Mais fait que des gens il a été tué, le Christ. Oui. Bon, est-ce que vous ne craignez pas et ressuscité le 3e jour, et depuis, à ce qu'on dit... Parce que bon, là, nous entrons dans depuis, il règne sur l'univers. Une spirituelle, mais là, nous sommes sur la scène politique. Ah non, est-ce que vous ne risquez pas aussi de connaître le même sort que les humains lui ont infligé à lui? Vous savez, oui, les humains sont terribles. On est d'accord. Mais laissez-moi vous dire une chose. La nature humaine n'est pas fondamentalement une nature mauvaise. Pour peu qu'on ait le temps d'expliquer. Et c'est l'exercice que je fais aussi aujourd'hui. Oui. Parce que vous m'en donnez l'opportunité, je vous en remercie. C'est pour dire que nous sommes convaincus, nous venons de naître. Le 18 décembre 2019, nous allons célébrer 1 an. Donc nous sommes convaincus qu'avec le temps, que les Béninois comprendraient que le meilleur diagnostic possible et les meilleures solutions possibles pour un développement intégré, continu de notre pays, que c'est nous qui l'avons. Nos positions, qui semblent rejoindre les positions du gouvernement de M. Patrice Talon, c'est parce qu'en réalité, comme je vous l'ai dit, il nous pousse chaque fois jusqu'aux frontières de nos certitudes. Où on se pose la question, devons-nous attaquer parce qu'il faut attaquer?
ou nous devons attaquer parce qu'ils touchent des sensibilités politiques de notre parti, ce qui n'est pas le cas. Ne veut pas dire que dans sa gestion au quotidien, que nous n'avons pas de choses à lui reprocher, bien sûr. Je trouve que sa gouvernance est une gouvernance à polémique, personnellement. Et le parti le partage. Pourquoi? Voilà un monsieur. Oui, mais on ne va pas encore entrer dans ça, puisqu'on n'a pas fini de prouver. Je ne sais pas si les téléspectateurs sont déjà convaincus de cette option que vous avez faite. Allons-y. Lorsqu'on reste dans le cadre des réformes politiques, puisque tout à l'heure je vous ai posé la question par rapport aux autres acteurs, est-ce que vous avez la conviction qu'ils finiront par vous comprendre? C'est-à-dire pas comprendre cette nouvelle façon de faire de l'opposition. De toute manière, ils n'ont pas le choix. Vous savez pourquoi ils n'ont pas le choix? Ils n'ont pas le choix parce que on ne peut pas avoir toujours une conception empirique des problèmes de notre pays. On ne peut pas avoir une conception sensationnelle des problèmes de notre pays. On doit avoir une conception scientifique. Ma philosophie personnelle, c'est le matérialisme historique. Et à l'aune de cette philosophie, que je partage avec bon nombre des membres de notre parti politique, il est clair que nous ne pourrions avancer si nous n'avons pas un diagnostic clair et précis. Si nous voulons continuer, que chaque 5 ans apparaissent des hommes qui viennent avec leurs rêves ou leurs ambitions personnelles, que nous appelons projet de société et plus tard programme de gouvernance, il n'y aura pas le développement possible. La belle preuve, de 91 à la date où nous parlons, quand on extrait les réformes politiques et économiques du président Patrice Talon, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a évolué? Nous sommes encore un pays pauvre. Nous sommes encore un pays qui connaît la précarité. Nous sommes encore un pays soumis au chômage. Qu'est-ce qu'on a réglé? Paix à son âme, le professeur Théva Idré, je ne l'ai pas beaucoup connu. Je l'ai connu à travers les images et les livres. Je ne l'ai pas fréquenté comme ça. Mais en 91, il pouvait dire, nous avons vaincu la fatalité. Moi, j'ai souvent dit, mais professeur, vous parlez de quelle fatalité? Parce que là, vous nous avez conduit à la médiocrité maintenant. Ben oui, mais nous sommes dans la médiocrité. Et l'UTT, les réformes sont venues bouleverser des habitudes qui étaient là depuis 30 ans, mais en fait qui étaient des habitudes enfouies dans l'âme de notre peuple depuis 1960. Et donc, ils n'ont pas le choix. Je dis, ils n'ont pas le choix. Nos autres compères de l'opposition, ils ne pourront plus, parce que nous sommes là désormais, et que nous voulons faire les choses autrement, ils ne pourront plus continuer de faire de la politique telle qu'ils le font. Ils ne pourront plus. Ils ne pourront plus continuer de se retrouver. Et d'ailleurs, la réforme du système partisan ne permettra plus, dans une certaine mesure, de se retrouver seulement autour d'un leader et d'avoir son clan familial, comme je l'ai dit. Mais regardez, les faits sont là, probants. Les violences sont venues d'où? Qui s'est retrouvé le plus impliqué dedans? Le Bénin, c'est quoi? C'est 112 622 km² et 11 millions de Béninois. Et donc, on ne peut pas continuer à faire affronter des ethnies entre eux, des régions entre eux, pour dire que nous sommes une nation. Nous ne sommes pas une nation. De 72 à 90, le président Kérékou, paix à son âme, a essayé avec ses compères de nous faire bâtir une nation. Le processus n'était pas arrivé au bout quand le renouveau démocratique est venu faire des observations. Il dit, leur crime à eux, ceux qui étaient à la conférence nationale, le plus grand crime qu'ils ont commis, peut-être sans s'en rendre compte, c'est de ne pas avoir posé la question, avons-nous réglé nos contradictions avec la domination étrangère? Parce qu'ils étaient venus délibérer sur un peuple et un pays qui a connu 300 ans de traite négrière et 70 ans de domination étrangère impérialiste. Et ils ont cru qu'en 30 ans, de 60 à 90, ils avaient fini de régler la contradiction. Si s'étaient posé ces questions, ils se seraient rendus compte que sur le plan de l'intégration économique, sociale et politique, nous étions encore au niveau de royaumes qui s'affrontaient entre eux. Nous étions encore au niveau d'une agriculture familiale et de subsistance, non maîtrise de l'eau, non mécanisation de l'agriculture. Et c'est le même problème que nous avons encore aujourd'hui.
Les royaumes se sont transformés en des partis politiques qui s'affrontent entre eux et qui mobilisent les gens sur la base ethnique. Et on n'a pas d'économie. Nous sommes dans une économie purement commerciale, une économie de transit. Ils ont posé la bonne question. Ils n'ont pas posé la bonne question. Donc en réalité, vos compères de l'opposition finiront par comprendre votre position. Ah ben oui, parce qu'ils n'ont pas le choix. Si tant est-il que nous voulons accéder au pouvoir pour développer notre pays. Mais alors, que répondez-vous à ceux de l'opinion publique en général, qui aussi, eux, sont tellement pessimistes ou dubitatifs sur votre position aussi? D'ailleurs, le même procès est presque fait au PRD, qui, lui, se déclare de la majorité présidentielle, mais qui attaque très souvent. On se demande, mais quelle est cette façon-là de dire je soutiens un tel programme et de l'attaquer à des endroits donnés, ou encore de dire je suis contre un tel programme et de soutenir le même programme à des endroits donnés. Est-ce que ça ne pose pas aussi un problème de notre propre conception en général? Vous savez, nous, notre philosophie politique est claire. Nous ne connaissons pas la philosophie politique de M. Talon, ou du moins si nous surprend. Parce que on sait que dans le passé, c'était un opérateur économique, donc un néolibéral, qui prend les rênes. On s'attend à une politique purement néolibérale de sa part. Il amène par endroits. Et nous ne sommes pas d'accord avec cette politique. Mais il a initié une réforme qui constitue en fait une réforme de salubrité publique. Et surtout politique. Et donc on ne s'oppose pas à ça. Mais là, nous, on veut qu'il aille plus loin, parce qu'il reste la réforme économique. La réforme économique... Oui, mais dans le même temps, au moment où vous soutenez la réforme politique, est-ce que ce n'est pas aussi parce que vous êtes né dans le cadre de cette réforme? Oui, certes. Mais en naissant dans le cadre de cette réforme, nous étions nés avec un projet de société clair. De ce que il fallait réformer le système partisan. Il fallait renforcer l'unité nationale à partir du système partisan. De ce que l'évolution continue de notre démocratie pose comme exigence catégorique que nous finissions avec cette fragmentation paralysante de notre peuple que constituent les partis politiques. Qu'on ne regarde pas de la même manière. La seule fois où dans l'histoire, où nous avons essayé de poser des diagnostics clairs et remporter des victoires sur la puissance colonisatrice, c'était quand on a créé l'UPD. Mais quand elle s'est éclatée, au lendemain des élections qui ont consacré la victoire des indigènes que nous étions sur les colons, et donc la participation désormais de Akwiti en tant que député au niveau de l'Assemblée nationale française, je rappelle que l'élection a été annulée une fois à cause de la montée du Parti communiste en France, et reprise, et on a encore gagné. Mais c'est suite à ça que le colon a dit il faut détruire ça et détruire ça pour créer 4 grands partis. Et ça avait suivi l'affrontement sur 12 ans. Ce qui a poussé les militaires à dire halte. On ne peut pas aller dans ces conditions vers le développement. Mais lorsque nous sommes revenus en 90, il fallait faire d'autres choix, d'autres options. Ça nous rattrape 29 ans plus tard. Et j'ai dit que l'année 2019 est une année que nous devons bénir. Nous devons bénir parce qu'elle a eu le mérite de révéler au grand jour les faiblesses de notre choix. 2019, on va à l'élection, les partis d'opposition ne participent pas et il y a violence. Il y a des morts, il y a des casses. C'est bien, des gens posent la question de savoir souvent qui a donné l'ordre pour qu'on tire. Je suis d'accord, mais qui a donné l'ordre pour qu'on détruise les biens publics d'abord? Posons-nous ces questions aussi. L'une entraîne l'autre. La seconde ne vient pas d'abord. Ça voudrait dire que les partis politiques ont échoué dans leur rôle d'éducation de notre peuple à la paix, aux valeurs citoyennes et civiques. Et qu'aujourd'hui, notre jeunesse ou nos populations, dans les formations partis politiques, dans les partis politiques sont devenus quoi? Des instruments de haine, nourris et entretenus à la haine, à la manipulation et à la délation. Vous pensez qu'on peut construire un pays comme ça sur ses citoyens? Mais alors, que peut-on faire pour changer notamment les mentalités du peuple en général, afin que justement chaque citoyen puisse déjà être prêt à accepter le modèle que vous proposez aujourd'hui? C'est-à-dire qu'on soit déjà un parti politique d'ancrage national. D'ailleurs, la charte des partis politiques a des paramètres. On finit de satisfaire à ça. Et en tant que formation politique, on a peut-être une grosse idéologie que l'on défend derrière ou que l'on attaque peut-être, mais tout en faisant des nuances. Comment faire pour que nous ayons une population prête à accepter ça? Le rôle
des partis politiques et de l'État est très important. Et je crois que l'État, aujourd'hui, en tout cas la gouvernance de Patrice Talon, est en train de nous aider. Il n'y a pas de pouvoir fondamentalement mauvais. Vous prenez tous les régimes qui sont succédés. Il y a des choses qu'ils ont réussi à bien faire. Et ce que Patrice Talon est en train de réussir à bien faire, c'est cette réforme du système partisan, cette réforme constitutionnelle qui est venue. Nous avons toujours pensé. Nous proposions même une réécriture de notre constitution. Et vous voyez comment les gens sont arc-boutés et qu'ils ont même développé des sentiments d'affection personnelle avec notre constitution. Est très frileux lorsqu'on évoque le mot constitution. Oui, mais parce que les gens ne comprennent pas. Ils ne savent pas que tous leurs espoirs qui se transforment au fil des ans après l'élection du président de la République en désespoir émanent de là. Les constitutionnalistes ne seront pas d'accord. Bon, oui. D'accord. Oui. Mais comme moi j'ai souvent dit, eux en griffe, ce sont des pharisiens. Et vous, vous êtes non, je ne suis pas un pharisien. Parce que moi, je ne suis pas dans les dogmes. C'est pour vous dire que tout ce qui est là peut être balayé par le choix des peuples. La Constitution ne nous est pas donnée du ciel. Non. Elle n'est pas venue non plus des profondeurs de la terre. C'est du fait humain. C'est des choix que les humains ont effectués. On ne peut pas aujourd'hui nous dire au même peuple, vous ne pourrez pas faire d'autres choix. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est un choix. Vous et moi, on se met dans un contrat, dans un contrat social, et nous disons, voici ce qui va définir notre vivre ensemble. Pourquoi 30 ans plus tard, on ne peut pas dire, mais attends, maintenant, c'est telle chose qui va devenir notre vivre ensemble? Vous croyez que combien de Béninois comprennent qu'est-ce que c'est que la Constitution? Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. S'ils savent que c'est simplement... Ce n'est pas de l'injure, là. Non, je ne les injurie pas. Je suis en train de dire qu'ils ne comprennent pas la profondeur. S'ils comprenaient la profondeur, vous pensez qu'ils auraient voté oui au référendum de 90, sachant qu'au finish, l'État va servir les intérêts d'une minorité, ils seront tous appelés à aller voter chaque 4 ans et chaque 5 ans pour élire les dirigeants, mais que du point de vue intérêt économique, qui est le déterminant de la vie de l'être humain sur Terre. Vous savez, quand l'être humain est créé ou est sur la Terre, il sent le besoin de vivre, d'assumer les 5 besoins fondamentaux. Pour le faire, il faut qu'il travaille. Le travailler, c'est qu'il rentre en rapport avec la nature et avec ses semblables. Donc le travail, c'est la seule chose qui permet à l'homme de satisfaire à ses besoins. Donc le travail est purement économique. Donc ce sont les rapports de production qui déterminent notre relation. Alors, si on vous prive de ça, de ce qui vous permet d'exister, mais on dit que chaque 5 ans vous allez voter, mais on vous prive du fruit de votre production, on a pris l'essentiel. C'est palpable. Mais nos acteurs politiques ne disent pas ça à notre peuple. Et aussi nos élites dans les universités, les grands constitutionnalistes chevronnés que nous avions, bon, ne disent pas ces réalités aux gens. C'est pour ça que je vous ai dit que nous sommes venus pour bouleverser l'ordre établi des choses. C'est ça. Et nous savons le pilier par lequel il faut prendre. Oui. Nous savons que c'est l'humain. D'accord. Alors, on vous verra à l'œuvre de toutes les façons, puisque vous existez désormais, FCDB. Merci. Alors, on a trouvé déjà la transition. On va parler de la Constitution béninoise qui a été amendée, relue. D'accord. Après 29 ans, finalement, et après beaucoup d'hésitations, de polémiques pendant des années, la Constitution béninoise a été relue par la 8e législature. Et on a entendu un parti politique qui se réclame aussi de l'opposition, Force Cori pour un Bénin émergent, qui a dit qu'il se sent plutôt instrumentalisé ou utilisé dans le cadre du dialogue politique afin d'aboutir à une fin inavouée, la révision de la Constitution. Et vous, au niveau de la FCDB, vous réclamez aussi de l'opposition, mais vous soutenez ou vous approuvez la révision de la Constitution. Vous l'avez déjà dit tout à l'heure, avant que je ne vous pose la question. Qu'est-ce qui justifie cette prise de position que vous avez? Parce qu'en politique, on ne peut pas faire preuve de naïveté. C'est de faire preuve de naïveté que, que de décrier. La naïveté en politique est un crime. Oui. Politique. Qu'appelez-vous naïveté alors? Oui, la naïveté, c'est de dire on a instrumentalisé le dialogue pour réviser la Constitution. C'est être naïf. C'est complètement de la naïveté. Pourquoi? Nous étions allés au dialogue dans un contexte où il y a eu une crise. Des gens se sont retrouvés, par exemple, en prison. D'autres sont morts. On n'a pas participé, on a eu une assemblée
qui est monocolore, puisqu'on sait d'où sont venus. Ces députés sont venus de deux partis qui soutiennent les actions du chef de l'État. Et donc, le principe c'était quoi? On se retrouve tous, toutes tendances confondues, pour réfléchir sur qu'est-ce qui n'a pas marché et comment on peut corriger. Mais pendant que nous y étions et que nous étions assis, est-ce qu'on ouvre les portes rayonnantes de l'avenir? Est-ce que pour une fois que nous sommes tous réunis, toutes tendances confondues, alors qu'on sait qu'on est chien et chat, on ne s'entendait pas, est-ce qu'on s'assoit pour dire, désormais, comment on fait pour que ça n'arrive plus jamais? Et pendant que nous y sommes, comme c'est à nous que la Constitution de 1990 a dévolu la responsabilité d'animer la vie politique, d'organiser les institutions de la République, qu'est-ce qu'on fait désormais? Poser ces problématiques, ce n'est pas du tout. Ce n'est pas du tout être instrumentalisé. Et dans le cadre de ce qu'on fait, mon parti politique, par ma voix d'ailleurs, a été le premier parti qui a dit il nous faut aller désormais vers les élections générales pour créer une année électorale afin de faire de l'économie pour notre pays, non seulement dans le cadre de la mobilisation des ressources financières pour les élections qui nous coûtent environ 20 milliards, mais aussi de l'économie sur le temps que nous mettons, parce que sur un quinquennat, nous faisons 3 élections, sachant qu'à un an des élections, tout le pays, toute l'administration est stressée, est bouleversée, ne vit qu'au rythme des partis politiques qui, à la base, je vous ai déjà dit, sont des instruments de cohésion sociale, finalement. Et on a dit, ça nous permettra de mettre le peuple au travail 5 ans, et ça nous permettra d'avancer. Et la plupart des partis étaient d'accord. D'autres ont dit élection générale en 2020. D'autres ont dit élection générale en 2021. Nous avons dit non, il ne faut pas se précipiter. Faisons ce truc-là à partir de 2026. Ah, vous l'avez dit? Non, on a été clair, c'est nous qui avons proposé 2026. Et c'est dans ce contexte. Mais finalement, quand c'est 2026 qui a été retenu, et qu'on dit, mais pour faire les élections générales, il y a qu'il faut arrimer le mandat des députés qui est de 4 ans au mandat du président de la République et au mandat des maires ou des élus locaux ou municipaux ou des élus communaux. Ça nécessite de toucher l'article 80 dans un premier temps. Dans un second temps, comment faire pour qu'il n'y ait plus d'élections anticipées? Parce que notre Constitution dit que si le président de la République était frappé d'incapacité définitive à gouverner, il serait remplacé par le président de l'Assemblée nationale pour un délai de 40 jours et qu'à l'issue, le corps électoral est convoqué pour une autre élection. Si on fait les élections générales et qu'on laisse cette disposition à l'État, ça voudrait dire même qu'on dit les élections pour 5 ans, dans chaque 5 ans, s'il y a quelque chose qui arrivait. Parce que c'est tellement curieux dans notre démocratie qu'on ne prend même pas les autres, ce qui est positif chez les autres. Les autres, ils ont la capacité d'anticiper. On se demande, mais combien les gens ont dit, combien de présidents nous déjà perdus dans notre pays. Est-ce que quand le Vatican en 78 devait perdre 2 papes successivement, l'un élu après à la suite de l'autre, est-ce que le Vatican avait anticipé ça? Pourtant, le Vatican, c'est un des puissants États. On peut supposer sur le plan spirituel comme sur le plan institutionnel. Est-ce qu'on peut imaginer ces choses? Est-ce que les Américains qui vont jusqu'à parler de la désignation d'un survivant, au cas où il doit y avoir des grandes rencontres où le gouvernement et l'exécutif devaient tous se réunir au Congrès, il peut y avoir une catastrophe où tout le monde meurt. Comment l'État, on gère l'État? Est-ce que ce n'est pas parce qu'on pense à ces choses? C'est quand on est visionnaire qu'on peut prévoir ces choses. Alors que nous sommes tous des malades ambulants. C'est les hommes qui dirigent les États. Et ils sont tous des malades ambulants. Tous. Jusqu'à ce que mal ne survienne. Au-delà de la maladie, tu as beau être président, tu peux prendre ton véhicule, le temps de quitter ta maison et faire un accident. Il y a des tas de choses qui peuvent arriver. Et on dit, mais pour qu'on n'arrive pas à ça, désormais, il faut que
on a un ticket présidentiel, un président et un vice-président, qui sont élus au suffrage universel direct. D'ailleurs, je ne vous coupe pas, hein, mais c'est le point notamment avancé par FCBE pour manifester son désaccord avec la relecture de la Constitution. La vice-présidence. Évidemment, vous l'avez suivi peut-être. Mais je vais vous dire, poursuivez. C'est une... D'abord, la vice-présidence découle de la nécessité de faire les élections générales. Mais sur un autre plan, ça vient régler un problème d'ajustement démocratique. Parce que dans la Constitution, dans sa forme ancienne, quand le président de la République décède, c'est le président de l'Assemblée nationale qui prend pour un délai de 40 jours. Ça veut dire que pendant 40 jours, le président de l'Assemblée nationale est président de la République. Ou bien, si le président de l'Assemblée nationale devient chef de l'État, lequel chef est élu sur la base de la convocation du corps électoral, mais il ne puise pas sa légitimité, lui, d'une démocratie directe, il puise sa légitimité de ce qu'on peut appeler un système de vote de grand collège. Mais quand il vient diriger pendant 40 jours, et à l'issue de 40 jours, on dit qu'il convoque le corps électoral. Qui est légitime pour convoquer le corps électoral? Seul celui qui a bénéficié du suffrage direct du corps électoral est légitime pour le faire. Donc, en réalité, cette disposition-là n'avait pas été bien réfléchie parce qu'elle nous passait d'un mode de démocratie directe à une histoire de démocratie parlementaire qui ne dit pas son nom. Parce que si le nouveau président de la République, qui hier était président de l'Assemblée nationale, lui-même dans l'intervalle de 40 jours décédé, qui le remplace? C'est le nouveau président de l'Assemblée nationale. Et nous sommes entrés dans un mode de démocratie parlementaire. C'était une violation de l'esprit et du principe même du choix de la démocratie directe que nous avions effectué. Mais personne n'en parle. Parce que, comme on l'a dit, ce n'était pas un problème. Vous voyez, les intellectuels de notre pays, ils sont terribles. Sur quel plan? Oui, ils sont terribles en ce sens que lorsqu'ils posent des actes, ils le posent dans un intérêt particulier. Et quand ils se rendent compte que leurs actes dérangent, ils se disent, tant que ça ne pose pas problème, il n'y a pas de souci. Ça, c'était une contradiction principale de notre Constitution. Donc, le poste de vice-président vient nous rétablir complètement. Et quel que soit le cas de figure, qu'un président décède ou qu'il soit frappé d'incapacité à gouverner, nous ne tomberons jamais dans une autre forme de démocratie que dans la démocratie directe, qui est en fait une expression de la démocratie populaire. Donc, c'est important qu'on connaisse ces choses. Vous savez, il est important que nos partis politiques dans notre pays aient des visions claires. Il est important que les hommes qui sont censés animer la vie politique nationale, animer les institutions, qu'ils aient une philosophie claire pour avoir un regard aussi précis sur les problèmes de notre pays et les solutions qu'il faille avancer. Autrement, dans le même temps, peut-être que beaucoup de gens sont d'accord avec cette analyse, ce diagnostic. D'ailleurs, le comité composé de 9 experts qui a réfléchi sur ces éventuels cas-là, lorsque le comité a d'ailleurs rendu public son résultat, en étudiant d'ailleurs les 3 hypothèses probantes, c'est-à-dire le président de l'Assemblée nationale, le président de la Cour constitutionnelle, puis le cas de la vice-présidence, et qu'après les députés ont validé le cas de la vice-présidence, on a dit oui, bon, c'est parce que Patrice Talon cherche des alchimies, ainsi de suite. On a transformé ça en un procès d'intention. Est-ce que ce n'était pas caprice politique ou vraiment par ignorance? Faites-nous. Vous pensez que les gens l'ignoraient vraiment? C'est l'un l'autre. C'est l'un l'autre. À la fois. C'est l'un l'autre, oui. C'est l'un l'autre parce que notre système politique fonctionne comme ça. Nous l'avons dit tout à l'heure. Ce que nous appelons vitalité de la démocratie, Benoît, ce sont les diatribes. Et donc, quand on... Et vous l'avez dit, est-ce que FCDB est vraiment de l'opposition? Oui. Parce que vous n'attaquez pas, vous ne juriez pas, vous n'appelez pas à la violence. Bon, voilà. C'est ce qu'on appelle vitalité de la démocratie. Donc ça, ce sont les caprices de politiciens. Mais ensuite, l'ignorance, c'est que les gens viennent à la politique, excusez-moi du peu, sans un minimum de culture. Et donc, dans ces conditions, et parce qu'ils ont un peu de moyens, ils sont promus candidats quelque part, ils deviennent tête de liste, ou bien parce qu'ils sont ethniquement proches d'un président de la République, ils sont ministres. Et on dit que c'est des acteurs politiques.
Être ministre, être député ou être maire ne fait pas de nous des acteurs politiques. Ça fait de nous des gens qui ont eu à servir l'État à des niveaux de responsabilité directe. Peut-être on peut acquérir des expériences, mais on n'est pas acteur politique. Un acteur politique, il doit avoir un regard précis sur la situation de son pays et les solutions qu'il envisage. Et pour ça, il a besoin d'outils. Il a besoin d'une philosophie claire. Il a besoin de connaître des choses que je ne vais pas citer ici pour qu'on ne dise pas. Moi, je ne suis pas là pour être un donneur de leçons. Mais parmi notre élite politique, on a très peu d'acteurs politiques. Et un acteur politique, ce n'est pas tant quelqu'un qui a le doctorat ou l'agrégation dans une matière. Non, mais tu peux être agrégé dans une matière, tu ne connais que ta matière. Et moi, je le dis, moi, je n'ai pas vocation à rivaliser avec les grands intellectuels, les grands professeurs agrégés. Moi, je suis un citoyen politiquement engagé. Mon rôle, c'est d'utiliser les recherches pour éclairer le chemin de mes compatriotes. Et voilà pourquoi je ne me limite pas à une seule matière, mais je me limite, je vais vers toutes les matières nécessaires pour faire une synthèse qu'on puisse présenter à nos compatriotes pour éclairer leur chemin et leur permettre de comprendre à chaque étape le cours de l'évolution de l'histoire de notre pays et de se déterminer en fonction de cette situation. Donc, caprice, ignorance, oui, c'est une réalité. Mais la révision n'a pas visé que ça. Il y a eu, par exemple, l'ouverture désormais, la reconnaissance désormais par l'État de la chefferie traditionnelle. Mais qu'est-ce que c'est que la démocratie? Quand on dit que c'est le pouvoir du peuple pour le peuple et par le peuple. C'est-à-dire qu'à travers cette reconnaissance, nous avons élargi les frontières de notre démocratie qui, juste là, était complètement élitiste. On a élargi les frontières. Nous connaissons tous le rôle éminemment important que joue la chefferie traditionnelle dans notre culture, au sein de nos familles, au sein de nos clans. Et désormais, si on s'appuie sur cela, on peut renforcer l'unité nationale. Parce que c'est des gens qui parlent le langage des initiés et le langage codé. Est-ce un péché de les reconnaître? C'est bizarre. Pose la question. Qu'est-ce qu'il y a dans cette réforme constitutionnelle qui constitue un recul démocratique? Moi, j'attends depuis que d'acteurs politiques, des experts, d'intellectuels, agrégés de tous les niveaux, me confondent, me disent, voici le recul, mais moi, je ne vois pas ça. Moi, je veux des gens, je veux débattre même avec des gens s'ils existent. Parce que, n'oubliez pas, moi, mon engagement politique, avant même mon adhésion au parti Foscori pour le développement du Bénin, résidait essentiellement dans la nécessité de réécrire notre constitution. Mais faute de grive, on mange des merles. Donc, à défaut de pouvoir avoir la possibilité de la réécrire, moi, je me contente de ce qu'on peut déjà modifier un certain nombre de dispositions pour que nous ayons plus de démocratie. Vous avez l'impression plus de participation. Vous avez l'impression qu'on a avancé sur le plan démocratique? Pour moi, c'est... Parce qu'à défaut de reculer, est-ce qu'on a avancé? C'est une avancée considérable. Et le défi qui était celui du Bénin à l'heure actuelle, c'est avancer d'abord pour ne pas reculer. Avancer d'abord pour ne pas reculer. C'était important. Et c'est pourquoi moi j'ai dit à mes amis qui étaient de la logique de la réécriture avec moi. Parce que nous, avant d'adhérer au parti FCDB, avant les élections, on avait proposé une nouvelle république. Et moi je leur ai dit, nous aurons certainement dans l'histoire de notre pays d'autres occasions de porter plus haut nos ambitions pour notre pays. La seule question sera de savoir, à chaque étape, si nous avons des raisons d'y croire et des moyens d'avancer. Les raisons d'y croire aujourd'hui, nous l'avons, parce que cette révision a été effective. Les moyens d'avancer, nous l'avons, parce qu'on a pu mettre de nouvelles dispositions qui permettront demain au Bénin de changer de visage. Ne serait-ce que sur le plan politique et institutionnel, c'est un acquis. Sur le plan du fonctionnement des institutions, c'est un acquis. La grande tâche, la grande réforme reste encore la réorientation
de notre économie. Modèle économique. D'accord. Mais dans cette même constitution, on a renforcé la limitation des mandats, notamment présidentiels, où la constitution nouvellement promulguée maintenant dit très clairement que nul ne peut exercer plus de 2 mandats de sa vie. Alors qu'on savait déjà que ça existait, mais peut-être pas le gros de mots de sa vie. Non, avant ça existait, mais ce n'était pas clair. C'est ça. Vous savez qu'au Bénin, nous sommes dans les interprétations tendancieuses. Oui, je vais vous poser la question. Pour le mandat des députés, on a aussi limité à 3 désormais. Alors qu'entre-temps, bon, on a d'ailleurs des gens qui ont fait 7 législatures d'affilée. Fred Konou, est-ce que vous avez l'impression que, compte tenu de l'actualité politique continentale, ou par exemple la Guinée de Alpha Condé est dans la rue, pour la même question où on veut lutter contre un chef d'État qui a peut-être tendance à réviser la Constitution pour prolonger son mandat. On sait qu'au Burkina Faso, ça a créé problème avec Blaise Compaoré. Est-ce qu'aujourd'hui, le Bénin peut être un modèle pour d'autres pays africains sur ce plan? Ce n'est pas que le Bénin peut, le Bénin est devenu un modèle. Ah bon? Oui, mais lorsqu'on entend un peu les différents en Afrique, les sons de cloche un peu sur la presse ou dans la presse internationale, on n'a pas vraiment cette impression. Ah bon? Mais pourtant, nous, Béninois, nous avons de quoi être légitimement fiers. Convainquez-nous alors. Légitimement fiers, oui. Parce que pour la première fois, nous avons révisé, nous avons dit que de sa vie, personne ne peut être président plus de 2 mandats. L'ancienne loi disait, de toutes les manières, on ne peut faire plus de 2 mandats. Et alors, l'interprétation internationale, c'est, est-ce que quand on a fini ces 2 mandats et qu'on a eu 5 ans de repos, est-ce qu'on peut revenir? Le débat aurait pu se faire par les juristes et on aurait eu toutes les interprétations possibles. Maintenant, on a eu de sa vie. À moins que vous changiez de vie, c'est que vous mourrez et que vous reveniez, ce qui n'est pas possible. Donc, vous ne pourrez pas l'être. Ah. De deux, on a eu le courage, je dirais même l'outrecuidance. Et parfois, je me demande, mais comment Patrice Talon fait pour même imposer ça à des députés qui sont censés soutenir la chaîne gouvernementale? Pour dire, pas plus de 3 mandats. Quand on sait que des gens ont fait 7 législatures, et ça rejoint ce que je vous disais. Est-ce que vous savez qu'il existe au Bénin des gens qui ne pensent pas à leur existence s'ils ne marchent pas au budget de l'État? Comment vous voulez que cela a cette limite? Et je vous ai posé la question. Vous comptez sur le système, si la classe politique béninoise, pour réformer un système qui le gage lui-même, qui le gave de privilèges, vous comptez? Mais le miracle a été fait. Et ça, franchement, il y a de quoi être fier. Il y a de quoi préparer la relève. Il y a de quoi que dans les partis politiques, les jeunes qui sont de ma génération, qui se disaient hier, on n'a aucune chance, nous, de venir, parce qu'on n'a pas les moyens d'abord, ou parce que les autres peuvent être éternellement candidats. Aujourd'hui, on dit, le système partisan fait que il y a le financement public des partis politiques. Oui. Donc, aucun chef de parti ne peut plus dire, c'est mon argent, c'est mon pouvoir, c'est moi qui décide de qui est qualifié ou de qui n'est pas qualifié, c'est moi qui fais le choix. C'est pas possible. Donc, même un jeune comme moi, qui n'est pas un multimillionnaire, qui n'a pas les moyens, s'il fait ses preuves dans un parti politique, s'il est assidu pour le parti, il peut se porter candidat parce que le parti jouit des moyens de l'État pour animer la vie politique. 1, et pour faire les campagnes. 2. Secondo, même s'il attend, il croise les bras, tranquillement, il sait que ceux qui sont là iront en retraite bientôt. C'est-à-dire quand il rentre dans un parti et qu'il a envie, si par extraordinaire, il partage le même fief que le président du parti, il sait d'ores et déjà qu'il ne peut jamais être député. Parce que c'est le président qui va toujours se positionner, lui va travailler pour lui qu'il passe. Mais s'il met la main au menton, il sait que bon, si je fais 15 ans dans ce parti, c'est moi qui vais prendre le relais ensuite parce que le président, il va devoir dégager à l'issue de 3 mandats. C'est extraordinaire. Ça prévoit un renouvellement de la classe politique. Un intéressement beaucoup plus poussé de la nouvelle génération aux affaires politiques qui sait d'ores et déjà, quand elle s'engage, que maximum dans 20 ans, elle va venir aux affaires, elle va venir faire ses preuves. Et ça fait refaire à la surface le débat de la qualité de cette jeunesse. Vous faites que nous, vous avez beaucoup lutté pour que la jeunesse soit reconnue ou même promue au plan politique. Mais vous savez que pendant quelques années,
aussi à l'occasion des régimes précédents, vous avez été, vous, la cible de plusieurs attaques, avec aussi d'autres compères jeunes. D'ailleurs, il y avait une expression célèbre, les fous du roi. Est-ce que cette qualité de la jeunesse, qui a toujours été décriée, où on a l'impression que les jeunes adorent même se faire instrumentaliser, est-ce que ce n'est pas le moment pour ces jeunes-là aussi de redorer leur blason? Oui, je crois que vous avez essentiellement raison. Parce que le système actuel des choses permet une lutte plus efficace et plus efficiente, donc une reconnaissance des mérites intellectuels et politiques de notre jeunesse. Oui. Mais cette histoire de fou du roi... bon, c'est un exemple qu'il y a donné. Oui, hein. je dirais que ce n'est pas trop différent de la rusée de la rage dont on parle aujourd'hui. C'est-à-dire, nous sommes un pays extraordinaire où les gens travestissent tout. Voilà quelqu'un qui a dit un jour, si la politique se fait par ruse et la rage, nous ferons. Et depuis, on parle de gouvernement de ruse et de rage. C'est ça qui revient. Même pas des intellectuels, même pas des élites. C'est ça qui revient tout le temps. C'est une rengaine. C'est comme un jour, on a dit, mais ceux-là, ce sont les fous du roi. C'est-à-dire que quoi? Aux jeux d'échecs, le fou du roi, c'est quoi? C'est celui qui jette la pierre sur le toit du roi, et c'est celui que le roi peut sacrifier. Oui. Parce que c'est une bataille. Mais c'est qui le roi au jeu d'échecs? C'est celui sans lequel la nation ne tient pas. S'il tombe, la nation est morte. Et donc, quand le roi est en difficulté, il dit, je peux sacrifier ce fou pour que la nation reste. Donc, il y a des gens qui, parfois, par leur engagement politique, décident de se sacrifier pour que la République ne tombe pas. Mais est-ce que ce n'est pas ça que la réforme politique remet en cause actuellement? Non, la réforme ne remet pas en cause. Parce qu'il y aura toujours des gens qui devront se sacrifier pour que la République ne tombe pas. Se sacrifier, c'est aller au-devant. Se sacrifier, c'est ce que je fais aujourd'hui. Où je prends le courage de défendre une position qui est majoritairement décriée au sein de la classe politique qui se réclame de l'opposition. Je mets la main chez nous. Je vais jusqu'à remettre en cause ce qui est sacré chez nous, qui est la conférence nationale. Mais moi, je suis un adepte de la philosophie. Et la philosophie, c'est quoi? Elle est sacrilège. Pour peu qu'elle s'oppose au sacré lorsqu'il se veut s'imposer du dehors à l'homme. Et donc, je remets en cause. Qui peut remettre en cause la conférence nationale? Qui l'a déjà fait une fois? Tout le monde se cache derrière et dit la conférence nationale, mais la conférence nationale, elle a fait des conneries aussi. Bon, oui, on a aussi écouté. Hein, bon, voilà. Donc, le chapitre Napoléon Africain fait des chroniques dessus. Non, je parle des acteurs politiques. Vous, journalistes, vous avez une liberté d'esprit, une liberté d'expression qu'on ne peut pas vous reprocher. Mais les acteurs politiques, donc, dans un système où chacun s'engage et opte pour la maxime de l'égoïsme, profite et tais-toi. Alors que nous sommes incapables de gérer les contradictions internes de notre pays. On veut construire quoi? Donc la jeunesse pélinoise est prête aujourd'hui? Je pense qu'il y a une jeunesse qui est prête. Malheureusement encore, il y a une jeunesse qui est encore embrigadée. Oui. Une jeunesse qui reste encore, et c'est, disons que pour moi, c'est d'une tristesse incommensurable de voir encore cette jeunesse qui, au lieu de se soustraire à cette allégeance servile, à des forces rétrogrades, sont encore ballottés par des discours politiques qui ne sont fondés sur rien. Mais c'est aussi la faute de nos différents gouvernements successifs. Et c'est l'une des fautes, ou c'est l'un de mes reproches au gouvernement de Patrice Talon. La jeunesse a été un rendez-vous manqué par le régime du nouveau départ ou de la rupture. Parce que les jeunes, ils espéraient beaucoup du point de vue de la formation, que ce soit éducationnel, du point de vue de la formation politique et ensuite du point de vue de la création des conditions pour qu'ils puissent entreprendre et réussir leur vie. Bien. Parce que si un jeune n'est pas libre économiquement et financièrement, vous ne pourrez pas empêcher qu'il devienne la proie facile de politiciens en manque d'idéologie politique. D'accord. Alors, faites-nous, la nouvelle constitution aussi prône une certaine, d'abord, une égalité de tous devant la loi et juridiquement, mais fait une nuance pour dire que dans les conditions fixées par la loi, on peut revoir certains critères
notamment par exemple pour faire une discrimination positive à l'endroit des femmes par exemple. L'objectif de cette retouche, c'est de permettre aux femmes de beaucoup plus se faire remarquer, de se faire entendre sur la scène politique. Vous avez l'impression que c'est la thérapie qu'il fallait face à l'absence des femmes, ou est-ce que vous ne voyez pas que c'est une nouvelle manière de les infantiliser davantage? Ça, j'ai l'habitude de poser cette question à la plupart de mes invités chaque dimanche, mais je vous la pose une fois encore. Il n'y a pas de possibilité possible. Oui. Hein? Écoutez ma phrase. Oui. Il n'y a pas de possibilité possible autre que ce que nous avions fait. Autre que ce qui a été fait là. Je vous explique une chose. Oui. Vous savez, la nation est constituée à part égale d'hommes et de femmes, qui sont tous égaux devant la loi. Oui. Mais nous savons pertinemment que cette égalité homme-femme reste encore une déclaration de bonne intention à l'endroit des femmes, notamment dans le cadre de leur représentation dans les institutions de décision de notre pays, notamment à l'Assemblée nationale. Mais la femme n'est pas si faible que ça. Enfin, elle n'est pas si faible, Frère-nous. Ben, je vais vous expliquer. Oui. Pourquoi les femmes ne sont pas souvent engagées? Oui. Parce qu'elles croupissent sous le poids des travaux ménagers dans nos maisons, dans nos familles, dans nos foyers. Bien. Parce qu'elles croupissent sous le poids de se battre. Les femmes se battent plus que les hommes. C'est une justice évidente. Parce que le socle de notre République, c'est fraternité, justice, travail. Et on ne peut tenir la promesse républicaine du Bénin si on ne fait pas cette justice évidente à la femme. Mais quelle garantie a-t-on que les partis politiques trouveront les femmes qui ont vraiment la compétence pour faire le travail? Ça veut dire que... Pour ne pas juste remplir des pages. Ça veut dire qu'en aval, il y a un travail qui doit être fait après la codification dans notre Constitution. Il faut que l'État prenne désormais les dispositions pour que les femmes soient plus libres dans les foyers. Et c'est possible. Oui, parce qu'on peut inventer des systèmes, par exemple, de garderie. On peut créer des systèmes plus proches des femmes, du ménage, de manière à ce qu'elles disposent plus de leur temps. On peut aller plus loin dans le code de la famille pour encore créer des conditions qui leur facilitent la possibilité de pouvoir s'extraire du foyer un moment sans attendre forcément l'autorisation des maris. Et là, les gens ne seront pas d'accord parce que même au dialogue politique, les hommes qui étaient là, j'ai défendu cette proposition des femmes. Moi, je voulais même qu'elles s'élargissent même au poste nominatif. Mais les hommes qui étaient là, non, les femmes ne soyez pas féministes, vous ne pourrez pas réclamer. Mais parce que les gens se fondent sur une conception, je ne sais pas si elle est erronée, je ne sais pas ce que c'est, une conception du monde qui prévaudrait, qui stipule que les hommes prévaudraient sur les femmes. C'est quoi ça? Et surtout dans notre contexte africain. Ah ben oui, et c'est une tristesse. C'est une tristesse. Et si la politique ne peut pas régler cette question d'inégalité, alors c'est peu de... Disons que c'est petit destin que de faire de la politique. Si on ne peut pas utiliser cet instrument pour régler les inégalités sociales de notre société, alors c'est peu de destin. C'est petit destin que de faire la politique. Ce n'est pas peut-être ridicule que de tenir la main à une femme pour dire, bon, viens faire la politique. Mais pourquoi vous trouvez ça ridicule? Est-ce que ce n'est pas aussi comme si on forçait un enfant à manger alors qu'il n'a pas faim? Et avoir conjugué pendant longtemps dans notre pays les valeurs politiques au masculin, ce n'était pas une discrimination, c'était une discrimination vis-à-vis de la femme. Il faut rééquilibrer les choses. Moi, je suis d'accord pour ce qui a été mis dans cette constitution. Autrement, vous imposez à un parti de présenter tel nombre de femmes, vous violez la constitution. Puisque la constitution a dit que hommes et femmes, nous sommes égaux. Alors pourquoi vous m'imposez, moi, le droit de proposer tel nombre? Mais avec cette discrimination positive inscrite dans la Constitution, nous faisons un lit. De toutes les manières, vous savez quoi? Le combat de la femme, c'est un combat qui mérite d'être mené. Mais je voudrais aussi m'adresser à nos sœurs pour leur dire, ne croyez pas que l'histoire n'a pas besoin de vous. Ne croyez pas que l'histoire chemine tranquillement vers le progrès. La politique, les décisions de votre pays ont besoin de vous. Engagez-vous. Et je dis encore à notre État, à travers ces institutions, ne devons pas nous arrêter à l'introduction dans notre Constitution de cette réalité-là.
nous devons encore trouver des mesures pour libérer la femme béninoise. Alors vous, au sein de parti FCDB par exemple, est-ce que vous donnez des garanties, puisque là vous portez la voix de votre parti politique, que effectivement la femme sera promue par vous, parti politique? Vous savez, dans notre parti politique, je crois sur 29 membres du bureau national, je crois qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Ah bon? C'est surprenant. Mais chez nous, c'est ainsi. Et nous avons des femmes compétentes. La secrétaire générale du parti est une femme. Il y a une vice-présidente qui est femme. Il y a pas mal de choses que nous sommes en train... Vous savez, je vous ai dit que nous sommes un petit parti, nous sommes encore fragiles. À cause du langage que nous tenons, d'autres voudraient bien nous voir disparaître. C'est de bonne guerre, mais nous n'allons pas disparaître. Je crois que nous aurons le temps d'émerveiller les Béninois. Nous aurons le temps de les rassurer davantage du cheminement que nous avons à faire ensemble. Notre rôle, c'est de toujours dire la vérité à nos compatriotes sur les défis que nous avons à relever et sur comment nous pouvons y arriver. Alors, on est talonné par le temps. Il y a encore beaucoup d'autres questions que je brûle d'envie de vous poser. Par exemple, la loi d'amnistie qui a été votée à l'Assemblée nationale et promulguée le jeudi dernier par le président de la République, avec d'ailleurs des effets immédiats. Le procureur de la République a signé l'ordre de remise en liberté de 63 personnes détenues à la prison civile de Cotonou. Vous avez l'impression que cette loi vient réconcilier vraiment la classe politique au-delà des questions vraiment politiques ou politiciennes qui divisent les acteurs politiques? Est-ce que sur ce plan social, on peut s'assurer qu'effectivement tous parlent de la même voix? Je ne sais pas si la classe politique veut être réconciliée. Ah, en tout cas, si elle... vous posez d'abord la question sur un plan de volonté. Oui, parce que on ne réconcilie pas les gens par des lois. Non. D'accord. On réconcilie les gens par leur volonté de vouloir faire ensemble et de vouloir changer ensemble les choses, de vouloir faire les choses autrement. Oui. Mais je vais vous dire une chose. Moi, au dialogue politique, lorsque les FCBE ont plaidé pour la libération de ce qu'ils ont appelé les détenus politiques, ou les détenus dans le cadre des violences, nous avions soutenu ça. Nous avions soutenu ça parce que nous pensons que c'est une mesure d'apaisement, c'est une mesure d'apaisement, c'est une mesure de dégel politique dans notre pays. Et moi, je suis allé voir là-bas, il y a plus de jeunes. J'ai été à la prison civile de Cotonou, je les ai vus et j'ai pu sentir combien de fois leur famille, leur foyer leur manquaient à ces jeunes. Je n'ai pas à critiquer la relation qu'ils ont avec leur parti politique. S'ils se sont sentis abandonnés ou pas, ce n'est pas à moi de le dire. Mais moi, j'ai vu des compatriotes jeunes, des gens qui sont de ma génération, des gens qui ont cru avoir bien fait, des gens qui ont cru avoir défendu la démocratie, mais qui en fait ne défendaient que fondamentalement, que l'idéologie d'un camp politique. Voyez-vous? Et c'est heureux qu'ils retrouvent leur foyer. C'est heureux parmi eux, il y en a qui ont laissé femmes et enfants. C'est heureux qu'ils soient libres aujourd'hui et qu'ils comprennent. C'est déjà une joie. Cette loi d'amnistie était nécessaire pour que cela puisse rentrer chez eux. Parce que priver des jeunes de liberté, vous savez, j'ai pour habitude de dire, et je l'ai dit une fois dans une lettre ouverte au président Patrice Talon, que les revendications des jeunes, notamment en matière de plus de démocratie ou de plus d'emploi, sont des revendications légitimes en ce sens qu'elles portent l'ambition du jeune d'être utile, non seulement pour lui, pour sa famille, pour sa communauté, mais pour la nation tout entière. Mais en même temps, je comprends l'impératif d'un chef d'État qui ne peut pas laisser la République tomber et qui ne peut que appliquer la loi. Mais dans l'application de ces lois, des jeunes ont été privés de liberté. Notre pays est composé à 70% de jeunes qui ont déjà des difficultés d'emploi. Et dites-moi, beaucoup de ces jeunes sont dans les partis politiques, non pas à cause de l'idéologie de ces partis politiques, mais parce que dans ces partis, ils espèrent obtenir quelques reliquats pour survivre.
C'est l'échec total de notre nation qui n'a pas su prendre, au bout de 30 ans, les tournants importants pour permettre à nos jeunes d'ouvrir de leurs bras le monde du travail et de l'emploi. Donc c'est un échec de nous tous. Et l'échec doit être assumé. Et je remercie le chef de l'État d'avoir accepté et d'avoir demandé que l'Assemblée puisse travailler à la prise de cette loi. D'accord. Franchement, je suis ému, rien qu'à force d'en parler. C'est ça. Fred Konou, dernière ligne droite de cette émission, vous êtes membre du parti Force Kouri pour le développement du Bénin, un parti qui se réclame de l'opposition, mais d'une opposition constructive, dites-vous. Il y a une loi qui certainement sera revue par l'Assemblée nationale les jours à venir, la loi portant statut de l'opposition. Quelles sont vos attentes en tant que parti politique de cette loi-là? J'ai demandé quand nous étions au dialogue. Certains partis avaient demandé une relecture. Oui. Au nom de FCDB, lorsque le président Toleba m'a dit de porter la parole, j'ai demandé une réécriture de la charte de l'opposition. Pourquoi? Parce que l'opposition, elle doit être certes attractive. Mais il faut faire exigence désormais que les partis politiques se fondent sur une idéologie et une vision de société claire. Autrement, sur quoi est-ce que nous nous opposons? Vous avez posé la question. Sur quoi on s'oppose? On s'oppose aux hommes. On s'oppose à leurs actions quotidiennes. Sans savoir, en réalité, qu'est-ce qui sous-entend ces actions? Et c'est le travail que FCDB est en train de faire. Vous avez vu jusqu'où nous sommes allés puiser notre position. Notre position ne s'est pas déclarée contre la personne de Patrice Talon. Tous les autres qui sont déclarés contre sa personne, c'est des gens qui l'ont aidé à prendre le pouvoir. Et dans l'exercice du pouvoir, peut-être qu'ils ne se sont pas entendus sur le rôle ou bien ce que l'exercice du pouvoir devait être. Et donc aujourd'hui, ils sont dans l'opposition. Mais nous, on n'a pas soutenu Patrice Talon. Et nous nous opposons à un système politique en place. Et quand c'est ça, on est obligé de juger celui qui exerce avec indulgence et bienveillance. Indulgence et bienveillance. Parce qu'il est venu hériter du système, c'est ça? Du système. Mais l'indulgence et bienveillance, ce n'est pas un jugement aveugle. Ce n'est pas un jugement sot. Ce n'est pas un jugement qui ignore les vices ou les erreurs, qui appesantissent la marche du peuple vers son histoire, vers son destin. Mais c'est un jugement qui part du principe que la nuit, que de l'obscurité profonde n'est pas illuminée soudainement, mais qu'elle passe par une lente série d'aurores incertaines. Et c'est cette lente série d'aurores incertaines que nous sommes en train d'affronter à travers les réformes que nous faisons. Les forces du bien, les forces de justice et de vérité ne peuvent se passer du secours du temps et du sacrifice des hommes. Donc la loi portant statut de l'opposition est une loi nécessaire pour clarifier le rôle de l'opposition, pour clarifier qui peut être déclaré opposant. Qui peut être déclaré? Quand vous soutenez quelqu'un sur la base d'un projet de société, et après vous dites je ne suis pas d'accord, il devient opposant, est-ce que vous êtes vraiment opposant? Donc moi j'attends beaucoup de cette loi. J'attends qu'elle puisse dire dans quelles conditions un parti peut-il être d'opposition. Est-ce qu'on s'oppose aux hommes, comme ce que nous avons toujours fait, qu'on appelle vitalité et démocratie, ou il faut s'opposer à des systèmes, ou il faut s'opposer à des projets de société, ou il faut s'opposer à des visions de développement. C'est ça toute la question. C'est ça ce que vous attendez. Oui. Alors, faites-nous justement au niveau donc, de cette posture que vous avez aujourd'hui, peut-être que cette loi-là aussi va vous réconcilier avec les autres partis de l'opposition. Si éventuellement la loi définissait très clairement les modalités et que tout le monde remplit ces critères, désormais, bon, il n'y aura plus de doute de l'appartenance de quelqu'un
enfin, à l'opposition, c'est ça? Je l'espère bien. Vous l'espérez? Je l'espère. Très bien. Alors, on a encore 3 minutes pour finir. On a entendu dire, et ça, dans l'opinion, même parfois par certains hommes politiques, puisque vous savez, nous les journalistes, on a des amis politiques, qu'il y a une certaine dissension entre vous, Fred Renou, et le ministre Alain Diou, au sein donc de ce parti FCDB. Qu'en est-il? Parce que justement, et ça c'est très clair, parfois on vous entend parler, les positions ne sont pas les mêmes alors que vous appartenez au même parti politique. Il n'y a aucune distinction. Parce que nous sommes tous d'accord sur la vision du parti, sur le projet de société du parti que nous défendons. Oui. Vous savez, au sein de notre parti politique, il n'y a pas plus de débat entre deux membres que entre le ministre Alain Diou et moi. Vous savez pourquoi? Oui, et vous arrivez à vous entendre à la fin? Oui, toujours. Vous savez pourquoi? Dites-nous. Le ministre Adiou n'est pas n'importe qui. Le ministre Alain Diou, il a, tout comme moi, une relation particulière avec la constitution béninoise. Les divergences que vous dites avoir remarquées ne pouvaient être qu'à ce niveau. Oui. Est-ce que vous savez que le ministre Alain Diou était à la conférence nationale des forces vives de février 90? C'est lui qui tenait la serviette, le sac de Monseigneur Isidore de Souza. Il considère la Constitution, et j'espère qu'il ne trahit pas un secret du parti béninoise, il a une relation affective avec la Constitution. Parce qu'il a vu naître? Oui, il considère la Constitution là comme étant une grande œuvre de réalisation. Et vous soutenez et vous voyez un fait de cette Constitution qui vient oui. et qui considère que cette Constitution ne reflétait pas vraiment ce qu'elle devrait être. Et nous avons tous été abreuvés à la source du président Kérékou. Lui, en tant que ministre déjà, je l'ai connu à l'époque, et moi, en tant que jeune, ayant été découvert quand le président Kérékou est en train de m'abreuver à la source de cette immense bibliothèque. Oui. Et donc, ça fait que, parfois, on a des positions approximatives. Ça ne va pas disloquer le parti? Non, pas du tout. Pas du tout. Parce qu'il est conseiller spécial politique du président du parti, et je suis conseiller à la jeunesse et à la formation du président du parti. On n'a aucun problème. Mais nous avons des approches différentes. Et ce qu'il a dit, et qui fait polémique, il n'a pas menti. Il dit qu'au dialogue, on n'a pas discuté de la nécessité de créer un poste de vice-président. C'est ça. Et c'est logique, on n'en a pas discuté. Mais nous avons discuté des élections générales. Et les experts ont trouvé que les élections générales, pour être maintenues dans la pérennité, on avait besoin de créer un poste de vice-président. Donc c'est une conséquence. Et ce qu'il a dit et ce que j'ai dit, il n'y a pas de différence. Bien entendu, comme je l'ai dit, nous sommes encore un parti fragile. Beaucoup de personnes voudraient bien nous voir disparaître. Et il y a quelques esprits malveillants qui s'agitent à nous opposer les uns aux autres. Mais nous venons de loin. Merci, Fred Renou, d'être venu en ce dimanche répondre à nos questions. On a fini. On a fini. Oui. J'aimerais pouvoir dire un mot à nos compatriotes. Je voudrais pouvoir dire que nous, au sein de la FCDB, nous voudrons pouvoir nous adresser à leur cœur et à leur intelligence. Et nous voudrons leur dire le langage de vérité, celui de la simplicité et du cœur sur les problèmes réels de notre pays et les solutions envisagées pour y remédier. Merci. Bon dimanche à vous. Merci de m'avoir reçu. Merci infiniment, Fred Renou. Vous êtes conseiller spécial chargé de la jeunesse et de la formation au sein du parti Force Kori pour le développement du Bénin FCDB. Merci infiniment d'être venu partager avec nous ces moments de réflexion sur notre vie politique nationale. Bon dimanche à vous et au plaisir de vous revoir très prochainement. Merci beaucoup. Merci.